Bonjour à toutes et à tous. Donc, deuxième émission des Détricoteuses avec Laurence Decoq et Mathilde Larère. Une émission en 3 temps comme la dernière fois. Et tout à l'heure, dans Historytelling, on vous conduira du vase de Soissons au fonts baptismaux de Reims, au 5e siècle. Puis, dans le coin lecture, dans les tranchées de la guerre de 14. Mais tout de suite, au miroir du passé. Donc, au miroir du passé, où nous invitons aujourd'hui Marine Roussillon, qui est maîtresse de conférence à l'université d'Artois, spécialiste de la littérature et des usages politiques de la littérature au XVIIe siècle, parce que nous allons parler d'un monument aujourd'hui. Nous allons parler de la langue française. Car sachez-le, il n'y a qu'une seule langue, qu'une seule grammaire, une seule république. C'est en ces termes que s'exprimait Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale le 15 novembre dernier. Et si on était dans les détricoteuses anciennes formules, on aurait mis avec Laurence un smiley qui ferait... Parce que de fait, on va revenir un peu sur cette trilogie qui repose sur une langue, une grammaire, une république. Alors, Jean-Michel Blanquer s'exprimait dans le cadre d'un débat sur l'écriture inclusive. Pour définir rapidement, en fait, c'est tout ce qui participe de la démasculinisation de la langue française, avec ce dont on retient souvent, c'est le point médian, mais il y a tout un tas d'autres moyens de faire de l'écriture inclusive, hein, donc toutes celles et ceux, agriculteurs, agricultrices, refuser le masculin l'emporte sur le féminin et préférer l'accord de proximité, choisir des mots épicènes, bon, c'est assez connu. En fait, c'était rentré dans les usages, hein, on commençait à faire de facto de l'écriture ou de la parole inclusive, mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la publication d'un manuel de primaire chez Hatier qui a utilisé cette écriture. Et là, ça a entraîné un véritable débat qui a suscité d'un côté tout le camp des anti-inclusifs, hein, avec les réseaux assez de la droite traditionnaliste, avec l'Académie française qui a vu dans l'écriture inclusive un péril mortel, et puis en porte-parole, le ministre de l'Éducation nationale, et en face... Qui a trouvé que c'était laid. C'était laid, c'est laid, c'est sûr. Et bon, en face des milieux féministes, mais de façon générale, des gens qui l'utilisaient déjà. Alors, on est donc dans un moment particulier hein, de crispation sur cette histoire de langue, et nous, on voudrait l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas que l'écriture inclusive, en fait, hein, il y a tout un tas d'autres éléments de crispation linguistique. Oui, alors voilà, ça fait quand même quelques années qu'on entend parler de la langue arabe comme un massacre contre la civilisation, qu'on entend parler, là, tout récemment, des professeurs des écoles qui ne maîtrisent pas l'orthographe, et donc c'est un véritable scandale. Il n'y a pas longtemps, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, revitalisée par notre président de la République et son associé patrimoine Stéphane Bern. Régulièrement, les enfants des quartiers populaires dont on le dit qu'ils ne maîtrisent que 500 mots, et donc ça expliquerait en partie quand même le caractère un peu sauvageon de ces enfants. Voilà, donc ça arrive régulièrement. Alors, c'est aussi travaillé depuis assez longtemps. Hein. Pierre Bourdieu, par exemple, a montré aussi, ça fait maintenant presque 50 ans, hein, que le langage était une forme de domination. Barthes aussi. Voilà. Oui, Barthes, par exemple, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, il disait « Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue, parce que nous oublions que toute langue est un classement, et tout classement est oppressif. Parler, et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète souvent, c'est assujettir. » Et il ajoutait un peu plus loin dans cette conférence, « Si j'étais législateur, loin d'imposer une unification du français, j'encouragerais au contraire l'apprentissage simultané de plusieurs langues françaises, de fonctions diverses, mais promues à égalité. Cette liberté est un luxe que chaque société devrait procurer à ses concitoyens. » Et bien c'est là-dessus en fait qu'on voudrait réfléchir toutes les trois ensemble, hein, 3 filles à nouveau, on y tient. En fait, ce sur quoi on voudrait travailler dans une approche évidemment historique, c'est de montrer que la langue, elle s'est construite, elle a été construite et elle reste défendue par certains comme une langue de domination. Et le français, évidemment, n'a rien d'immuable. C'est une langue qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup enrichie. Et donc, on veut faire l'histoire de ces changements, de ces résistances, des débats qu'il y a eu. Une histoire qui, par ailleurs, est peu connue et peu enseignée et dont on voudrait profiter de l'occasion pour le faire. Donc, je vais d'abord passer la parole à Marine. Et Marine, d'abord, j'ai une question. Depuis quand peut-on dire qu'on parle français? Est-ce qu'il y a un premier texte en français? Alors oui, quand on fait l'histoire de la langue française, on a l'habitude de considérer qu'il y a un premier texte. Et ce premier texte, il date de 842
et ça s'appelle les serments de Strasbourg. Ça résulte d'une guerre entre les petits-fils de Charlemagne qui se battent pour l'héritage, comme souvent. Et puis, pour mettre fin à la guerre, 2 d'entre eux décident de prêter serment et de prêter serment devant leurs soldats. Et pour que les soldats comprennent le serment, ils décident de ne pas le faire en latin, mais de le faire dans la langue des soldats. Et donc les chroniques qui nous conservent le serment nous signalent bien que ce n'est pas du latin, c'est une autre langue, c'est même 2 autres langues qui sont mises en vis-à-vis. Et c'est donc l'acte de naissance du français ou du proto-français. Et en même temps, on voit bien qu'immédiatement, ça identifie la langue et la nation. Il y a 2 nations face à face, 2 souverains face à face et 2 langues face à face. Mais donc le français, c'est la langue des soldats, donc c'est une langue populaire en fait. Alors, pas tout à fait. Si vous voyez le texte à l'image, vous pouvez essayer de lire et vous verrez déjà que vous n'y comprenez rien. Ce qui prouve bien que c'était peut-être pas le même français qu'aujourd'hui. Ça ressemble en fait beaucoup à du latin. Mais c'est un latin qui est mélangé, qui est fautif. En fait, c'est un latin plein de fautes, le français de cette époque-là. Une sorte de créole qui aurait réussi. Voilà, le mélange de langues de plein de peuples qui habitent la France à cette époque-là. Et cette idée que le français, au départ, c'est une langue pleine de fautes et toute mélangée, vous imaginez bien, il suffit de voir ce que raconte notre ministre pour penser que ça a été très longtemps inacceptable. Donc pendant longtemps, on a essayé de dire autre chose. On a dit oui, ça vient des Francs, c'est plus noble. Ou c'était le dialecte de l'Île-de-France. Ça permettait de dire que Paris et l'Île-de-France avaient toujours eu une place centrale dans la nation. À l'époque déjà, les Parisiens étaient bien supérieurs aux provinciaux, etc. Bon, ce n'est pas du tout le cas, hein, maintenant on le sait. Cette langue-là, elle n'existe pas. C'est un dialecte qui n'est parlé nulle part. Voilà. Dans le pays, il y a différentes parlures, très plurielles, très variées. Parlure, on dit. On dit parlure, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Ouais. On va essayer de mettre des mots jolis comme ça pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul français. Et au moment de créer la langue du pouvoir, on fait une sorte de mélange de ces différentes parlures qui n'existent que par l'écrit, en fait. Et donc on voit bien que le français, il se constitue tout de suite comme une langue écrite, dans la distinction avec les langues parlées. Et cette distinction-là, elle fonde un pouvoir qui est le pouvoir des clercs, le pouvoir des savants, le pouvoir de ceux qui savent écrire. Ceux qui sont dans les scriptoriums de leur monastère, scriptoria peut-être au pluriel, je sais pas comment dire, voilà, de leur monastère et qui copient, et effectivement qui fixent une langue écrite en miroir de la langue vulgaire parlée par les bouffons, parlée par le populaire, voilà, donc la langue de démarcation, quoi. C'est ça, et ça dure tout au long du Moyen-Âge, hein. Si on regarde au XIIe, XIIIe siècle, donc bien longtemps après, on a toujours, bon, le latin, c'est la langue du pouvoir et la langue des savants, celle qui domine. On a plein de langues parlées en France, et notamment le grand partage entre Languedoc et langue d'Oil. Et puis, on a une littérature en langue d'Oil qui ne correspond à aucun dialecte précis, qui unifie. Et donc, le français, s'il est unifié, il n'est unifié que dans la littérature, dans l'écrit. Et c'est là que se construit quelque chose comme une unité de la langue. Mais c'est bien du côté des clercs et des savants. Et d'un pouvoir politique de la langue. Et d'un pouvoir politique. Et alors justement, le pouvoir politique intervient, on fait un petit saut dans l'histoire avec cette fameuse affaire de Villers-Cotterêts, ce fameux décret. Alors qu'est-ce qui se joue comme enjeu de pouvoir au moment du décret de Villers-Cotterêts, sachant que donc il ne s'agit pas de faire parler français à tous les petits Français, contrairement à ce qui avait pu être dit, mais donc ça devient la langue des actes officiels, c'est ça? Exactement. On est à la Renaissance, sous le règne de François Ier, et l'enjeu, c'est l'affirmation de la supériorité française en Europe. Voilà, il y a toute une théorie de ce qu'on appelle la translatio imperii et studii. Donc c'est l'idée que le pouvoir politique et le pouvoir culturel, ça va ensemble et que ça voyage. Dans le temps, c'était la Grèce qui avait une culture supérieure et donc qui dominait le monde, puis Rome, puis l'Italie, et maintenant, dit François Ier, maintenant, c'est la France. Et pour que ça soit la France, il faut que la langue française circule, que la langue française soit capable d'être meilleure que toutes les autres langues européennes, et en particulier que la langue italienne, qui peut se prévaloir d'une proximité plus grande avec le latin. Et puis à ce moment-là, il y a les guerres d'Italie, la France est en guerre avec l'Italie, donc c'est important d'être plus fort que les Italiens. Et c'est dans ce contexte-là qu'intervient Villers-Cotterêts. Donc pas du tout contre les langues régionales, hein, comme on l'a affirmé, mais bien pour faire passer le droit à l'administration, l'État, du latin au français, avec l'idée que comme ça, les gens comprendront un peu de quoi on leur parle quand ils sont jugés. Alors, ce n'est pas non plus sans conséquence sur les langues régionales, parce que du coup, le français devient la langue des élites, la langue des administrateurs, etc.
et les langues régionales s'en trouvent forcément dévalorisées. Dans la littérature, il y a un texte qui parle bien de ça, hein. C'est un extrait du Pantagruel de Rabelais, c'est au tout début. Pantagruel, vous voyez, c'est un géant, un bon vivant, il incarne un peu l'humaniste et tout, et il rencontre un étudiant limousin. Et l'étudiant essaye de lui parler, et Pantagruel ne comprend rien, parce que l'étudiant est prétentieux et latiniste. Donc il fait un français, mais plein d'expressions latines. Et pour montrer que la rivalité entre les langues, c'est pas un truc pacifique, quand Pantagruel voit ça, il en est tellement choqué qu'il casse la figure très brutalement au pauvre étudiant limousin, qui finit par se lamenter en revenant à sa langue naturelle, c'est-à-dire à une langue occitane. Et donc dans ce passage, on voit très très bien à la fois la rivalité entre le français et le latin, et en même temps, le fait que dans cette rivalité-là, la langue régionale, c'est la langue ridicule, c'est la langue qui s'en trouve dévalorisée. Et puis, il y a peut-être un autre texte dont j'aimerais bien parler, c'est un peu après Villers-Cotterêts, ça se passe à Toulouse cette fois-ci, et j'en parle parce qu'il y a des femmes dans l'histoire, comme on était parti là-dessus, voilà, ouais. Il faut quand même y revenir. Donc ça se passe à Toulouse, et c'est un recueil de poèmes en occitan qui est publié par des dames de la ville de Toulouse. Et dans ces poèmes, elles demandent le droit de participer au concours de poésie locale qui est réservé aux hommes jusqu'à présent. Donc, revendication féministe. Et en même temps, les poèmes en occitan affirment la supériorité de la langue occitane sur la langue française. Et le dernier poème s'adresse même aux dames françaises en disant « En parlant français, on dirait que vous mâchez des fèves ». Et il y a cette espèce de rime « Fresas la fève » et « Francesas les françaises » qui caricature comme ça l'accent français. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce texte n'est pas du tout écrit par des femmes. Ce sont les hommes du collège de rhétorique, les types qui organisent le concours réservé aux hommes, qui publient ce recueil. Et pourquoi ? Parce que pour défendre à ce moment-là la langue occitane, ils ne peuvent pas le faire en tant qu'élite. Voilà, c'est devenu trop illégitime, trop ridicule. Ils ont besoin d'aller passer par une voie qui est une voie dominée, qui est la voie des femmes. Donc on voit bien là comment il y a d'un côté le français, langue du pouvoir, langue des élites masculines, et tout ce qui est mis de côté par ce français-là. Ce qui est mis de côté, c'est la voix des femmes, c'est la voix des langues régionales, etc. C'est l'intersectionnel avant l'heure. C'est ça, ouais. Exactement. La double oppression. Autre chose aussi au XVIe siècle, me semble-t-il, c'est le moment où l'écrit se fixe par l'imprimerie. Et je crois que les imprimeurs aussi ont du coup un rôle dans, ne serait-ce que dans l'orthographe, par exemple, le fait de supprimer une lettre et de mettre un accent, c'est aussi un gain de temps par rapport à l'agencement des lettres de l'imprimerie. Donc on a une orthographe, je pense aux imprimeurs Elsevier, on a l'orthographe Elsevier qui se met en place à ce moment-là. Et puis l'autre enjeu, toujours à cette même période, c'est les guerres de religion protestants-catholiques. Et le protestant, c'est celui qui doit avoir accès aux livres directement. Donc on a aussi un parler populaire qui va se fixer par l'écrit. Et à l'inverse, le latin qui résiste par le biais de la contre-réforme catholique. Tout à fait. D'ailleurs, les réformés protestants étaient les premiers réformateurs de l'orthographe, voilà, les premiers à promouvoir une réforme pour simplifier l'orthographe. Ce qu'on va retrouver dans la suite, d'ailleurs, dans la suite de l'histoire. Alors après, il y a un nouveau saut, un peu moins grand cette fois, avec l'arrivée de la période classique et un moment fondamental, la naissance des immortels. C'est quand même pas rien quand des immortels naissent. Donc en fait, la création de l'Académie française. Et c'est donc la construction d'une langue qui est tout à la fois élitiste et masculiniste. Oui, tout à fait. En fait, on présente souvent cette période-là comme une période unifiée autour du mythe de la langue classique, de la littérature classique. En fait, c'est un moment de très vif débat sur la langue, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui. Et effectivement, dans ces débats, il y a une pratique de la langue qui est érigée en normes, en valeurs, institutionnalisée contre d'autres pratiques. Mais si on regarde cette période, on voit tous les possibles de la pratique de la langue française et dans ces possibles, tout ce qui a été exclu. Tout ça passe par la définition de ce qu'on a appelé à ce moment-là le bon usage. Voilà, quel est le bon usage de la langue, ce qui implique qu'il y en a un mauvais. Voilà. Et ce bon usage, il est défini par les grammairiens de l'époque comme la langue de la meilleure partie de la cour. Donc c'est explicite, le bon usage, c'est la langue de l'élite, ça n'est pas la langue des savants, ça n'est pas la langue des provinces, ça n'est pas la langue du peuple, c'est bien l'élite de la cour. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par exemple par l'éviction de tout le vocabulaire du travail, qui apparaît comme vulgaire, pédant, tout ce qui est vocabulaire technique n'a plus sa place dans la langue française. La norme, c'est vraiment la langue de ceux qui ne travaillent pas, la langue des oisifs. La cour, quoi. Voilà. Et puis, voilà, comme tu disais, masculinisation de la langue. Parce que, en fait, cette meilleure partie de la cour, c'est aussi une partie féminine de la cour.
Et tout d'un coup, cette définition de l'usage donne une place nouvelle aux femmes. Et c'est comme compensé par toute une série de démarches qui, elles, vont complètement contre l'usage de l'époque et qui consistent à exclure les femmes de la langue, à masculiniser la langue. Alors, on parle souvent, par exemple, des noms de métiers, des mots comme chirurgienne ou autrice, qui existent très couramment jusqu'à ce moment-là et qui se mettent à être attaqués par les académiciens au début du XVIIe siècle, jusqu'à se voir complètement exclus de la langue. C'est aussi le cas des pronoms, de la féminisation des pronoms. On sait que l'usage des femmes de la cour jusqu'à la fin du XVIIe siècle, si on demande, si on dit « je suis malade et toi », on répond « je la suis aussi » quand on est une femme. Donc les pronoms sont féminisés. À ce moment-là, au cours du XVIIe, les grammairiens inventent l'idée qu'il y a un neutre en français, c'était une idée qui était absente des grammaires avant, et que ce neutre prend la forme masculine, et que donc tout le monde devrait dire « je le suis ». Et voilà, il y a des résistances à ça, on connaît, ça a un peu circulé la phrase de Madame de Sévigné qui dit « je ne vais pas parler comme ça, on croirait que j'ai du poil au menton ». Voilà. Mais ça s'impose, finalement, ça s'impose. Et ça s'impose parce qu'il y a plein de publications normatives, des remarques sur la langue, des grammaires, des dictionnaires, mais ça s'impose surtout via l'Académie française, les immortels dont tu parlais tout à l'heure. L'Académie française, c'est quoi? Ça a été fondé par Louis XIII et Richelieu en 1635, et c'est tout de suite une institution politique. L'idée, c'est vraiment, on va protéger les gens de lettres, et en échange, vous allez rendre le français parfait. Parfait pourquoi? Pour chanter la gloire de la monarchie. Donc c'est vraiment immédiatement une institution politique qui s'accompagne d'ailleurs d'un contrôle renforcé sur les lettres, d'une phase de censure, etc., etc. Et en même temps, c'est tout de suite une institution qui se dépolitise. C'est-à-dire qui dit, il y a des règles autonomes de la langue et vraiment ça n'a rien de politique. Et on va régler la langue en fonction de règles esthétiques. On va aller chercher ce qui est le plus beau. C'est exactement ce qu'ils font maintenant, on le disait tout à l'heure au début. Qui feint de se dépolitiser, en réalité. Exactement. C'est une politique. C'est ça, c'est cacher les enjeux politiques de la langue. Mais c'est vraiment la raison d'être de l'Académie française. Dans la langue où là, le neutre n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Mettons du neutre pour feindre de se dépolitiser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, cette Académie française, elle est complètement ridiculisée. On la fonde déjà sous la monarchie, une institution qui a pour prétention d'aller régler les lettres, et d'abord qui met près de 60 ans à sortir son premier dictionnaire, elle est immédiatement ridicule. Elle devrait l'être encore plus aujourd'hui. On hérite d'une institution fondée par Louis XIII pour que le roi contrôle les lettres, et ces gens-là viennent encore nous dicter comment on doit parler français. Ça semble complètement absurde. Et pendant ce temps-là, ils n'écrivent pas leur dictionnaire, parce qu'on n'est que à la lettre F, je crois. Il ferait bien de travailler un peu. C'est ça, c'était déjà long au début, mais ça sera lent. Ça n'accélère pas. Et peut-être pour donner un dernier exemple de comment ce bon usage se construit, notamment avec l'Académie française au XVIIe siècle, un exemple de conte de fées, parce que les contes de fées, c'est un genre typiquement féminin. Alors évidemment, on n'entend parler que des contes de Perrault, mais en fait, c'est écrit à 95% par des femmes. Et c'est un genre qui se dit féminin et qui se dit populaire. Les femmes qui écrivent des contes de fées disent « on va recopier les contes de fées que nous racontaient nos nourrices ». Et je voudrais prendre un conte qui s'appelle « Les Enchantements de l'éloquence », qui est un conte de Mademoiselle Lhéritier, Marie-Jeanne Lhéritier, dans lequel elle explique justement qu'il faut bien parler. C'est l'histoire de deux sœurs, il y en a une qui parle bien, qui finit princesse, puis celle qui parle mal, elle finit morte au coin d'une forêt. Voilà. Pas de bol. Et la morale du conte, quand elle l'a dit la première fois dans le récit, elle fait parler la nourrice et elle donne un proverbe populaire. C'est « beau parler n'écorche point langue ». Donc, on entend, pendant 30 secondes, la langue du peuple. Mais immédiatement, elle reformule dans un distique de vers « doux et courtois langage vaut mieux que riche héritage ». Donc, on voit venir la langue de la cour. Puis, troisième reformulation, elle cite un poète de l'époque, Quinault, un poète homme. C'est la beauté qui commence de plaire, mais la douceur achève de charmer. Et donc, on voit comment le passage de la langue populaire au bon usage, à la belle langue, c'est aussi un passage de la voix du peuple à la voix de la cour et de la voix de la femme à la voix de l'homme. Magnifique. Alors évidemment, tout cela ne s'arrête pas, les enjeux autour de la langue, et en particulier un autre moment extrêmement fort, une autre rupture, c'est celle de la Révolution française.
qui est de fait une révolution linguistique aussi, parce que c'est là qu'il va y avoir vraiment une politique linguistique qui vise l'ensemble de la population. Alors en fait, la Révolution française, forcément, elle change tout parce que la langue, c'est plus la langue du roi. Il faut que ça devienne la langue du peuple politique, qui se donne des représentants, qui intervient beaucoup plus dans l'élaboration de la loi. Donc il y a l'idée pendant la Révolution française qu'il faut que ceux qui sont devenus des citoyens, qui ne sont plus des sujets, eh bien, ils comprennent les textes de loi, ils soient capables de les lire, et ils soient capables de se politiser, d'intervenir dans la politique. Et ça intervient dans un contexte où, en fait, comme tu l'as dit, parce que ça continue évidemment, il y a une pluralité de langues régionales. Il y a l'abbé Grégoire qui fait une enquête, et dans cette enquête, il se rend compte que sur la population française, c'est 26 millions à l'époque, il y en a 46% qui parlent soit pas du tout, soit très mal le français. Il n'y en a que 11% qui parlent bien le français. Donc forcément, donc il y a cette pluralité. Et alors au début, la Révolution, elle va être plutôt tolérante. Elle prend acte de cette pluralité. Elle veut absolument donc, que les décrets soient lus et compris par tout le monde. Et donc le choix, c'est traduire. Il y a un décret en 90 qui dit on va traduire tous les textes de loi, tous les décrets de l'Assemblée nationale, dans toutes les langues. Alors, concrètement, ça va pas être de Villers-Cotterêts, en fait. L'inverse, exactement. Ouais. C'est un peu difficile parce qu'il faut des traducteurs, mais il y a au moins cette tentative à ce moment-là. Ça touche aussi la question des femmes. Parce que alors, oui, par tout le monde, s'adresser à tout le monde, et qu'est-ce qu'on fait des femmes? Oui, surtout que, bon, alors les femmes n'obtiennent pas le droit de vote, on le sait, pendant la Révolution française, mais elles rentrent quand même en politique, donc la question se pose aussi. Et de fait, s'est posée la question quasi de l'écriture inclusive. Alors, en fait, c'est un peu court, mais c'est un moment intéressant. Il y a un texte dont on sait qu'il est publié entre 91 et 92, on ne sait pas exactement quand, qui s'appelle « La requête des dames à l'Assemblée », dont on voit là une image. Et quand on regarde, c'est une série de revendications très radicales, puisque ça demande le pantalon pour les femmes, l'abolition de tous les privilèges des hommes, et en plein milieu, le genre masculin ne sera plus regardé, virgule, même dans la grammaire, virgule, comme le genre le plus noble. Bah, voilà, en gros c'est ça, c'est la démasculinisation de la langue. Donc un texte qui pose cette question, qui est très radicale. Alors ce qui est intéressant et bien dans ce texte, c'est que pendant longtemps, donc, on l'a interprété, on l'a présenté comme un texte de féminisme. Alors le terme évidemment est postérieur, mais radical. Et en fait, de plus en plus, les historiens pensent que c'est, et on retrouve ton histoire de la requête, on pense qu'en fait c'est un texte écrit par les hommes. Justement, ils ont outré un peu les revendications, le port du pantalon, etc., pour déconsidérer la parole des femmes. Ce qui en plus correspond bien à ce qu'ils peuvent faire à l'époque dans d'autres moments. Donc une fois de plus, on voit que c'est difficile de savoir. Mais bon, là, c'est effectivement la période, c'est le début de la Révolution, et en fait, la Révolution va se durcir dans sa politique linguistique. Au moment où elle se radicalise politiquement dans un contexte de guerre intérieure et extérieure, elle radicalise aussi sa politique linguistique. Et ça commence avec le député Barrère, qui est à la tribune de la Convention et qui décide de lancer la guerre contre ce que maintenant on appelle les idiomes ou les dialectes. Avant, on disait langue régionale, mais au fur et à mesure, la langue, c'est le français, et le reste, c'est des termes souvent avec des adjectifs dépréciatifs. Et il dit donc très clairement, brisons ces instruments de dommage et d'erreur, il vaut mieux instruire que faire traduire, donc fin du décret de 90, comme si c'était à nous de maintenir ces jargons barbares et ces idiomes grossiers. C'est-à-dire que les langues étrangères, c'est un danger aussi. C'est les langues étrangères à l'intérieur, c'est les langues étrangères à l'extérieur. La France est en guerre, voilà, donc c'est aussi sauver la République, le français. C'est ça, c'est sauver la République, sauver la Révolution. Et puis, en fait, la langue française, c'est la langue des droits de l'homme. Donc, d'un seul coup, elle est auréolée de tout ça. Et le reste, c'est la langue de la féodalité, la langue du curé. Donc, il y a cette opposition politique qui se lie dans la langue. Alors, juste après, il y a Grégoire, qui pourtant avait fait l'enquête, et là, qui attaque avec le fameux rapport sur l'anéantissement des patois. Donc, bon. Et donc, on passe dans quelque chose de beaucoup plus dur. 9 jours avant la mort de Robespierre, un décret de Merlin de Douai, qui non seulement dit, il reprend Villers-Cotterêts, tous les actes seront en français, donc fin de la traduction, mais un fonctionnaire qui parlerait une langue régionale, enfin un dialecte, vu l'expression de l'époque, pourrait être passible de prison. Et troisième volet, mais on va plutôt reprendre ce volet au XIXe siècle, ça ne sera pas vraiment fait au moment de la Révolution française, il faut enseigner le français dans les écoles. Parce que c'est par l'école que, de fait, ce développement va se faire. Mais ça, Laurence, tu auras sûrement beaucoup plus de trucs à nous dire là-dessus.
Oui, parce que alors, voilà, on arrive effectivement à la période clé, qui est cette période de la fin du 19e siècle, qui est une période vraiment d'homogénéisation nationale. Il faut fabriquer du français. Donc on voit bien que là, il y a, la logique de l'impérialisme linguistique va véritablement s'imposer. Et je voudrais profiter de ce moment pour faire une petite déclaration solennelle. Il se trouve qu'il y a 1 an exactement, dans l'ancienne formule des tricoteuses, on avait fait un des tricoteuses sur l'école, c'était mieux avant. Et on avait eu une petite phrase sur l'enseignement des langues régionales, justement, à la fin du 19e siècle. On avait dit que les langues régionales avaient eu toute leur place à l'école. Alors, on aurait dû préciser un petit peu, bon, c'était une petite vidéo, préciser un petit peu qu'il y avait une différence entre les textes et les pratiques, je vais y revenir, mais ça nous a valu une petite sentence de la part de nos camarades de lundi matin, donc on va voir le titre ici, petite sentence très agréable, donc intitulée « Les détricoteuses étaient donc des menteuses ». Voilà, donc je voudrais répondre à cette rime riche en rentrant un petit peu plus dans les faits. Il se trouve que, en effet, à la fin du 19e siècle, au moment, un petit peu avant les lois Ferry d'ailleurs, mais évidemment encore plus avant, avec les lois Ferry, donc école gratuite, laïque, obligatoire, le français va devenir la langue obligatoire dans les écoles. Il faut effectivement que les instituteurs enseignent le français, surtout dans un pays composé de patois, où il y a et de dialectes et de langues régionales, tout ça c'est pas la même chose. On voit une carte là avec l'ensemble des dialectes, langues régionales, etc. en vigueur. Donc il faut effectivement que tous les petits Français du pays puissent se comprendre. Ça c'est un fait. Et donc il y a des textes, en effet, qui paraissent, des circulaires, qui disent voilà, il faut parler français. Bon. Dont des textes d'ailleurs parfois assez méprisants. On a des circulaires disant qu'en gros, les petits Bretons, de toute façon, tant qu'ils parleront breton, ils ne seront pas intelligents, etc. Et c'est d'ailleurs sur une affiche que se base l'auteur des tricoteuses, étaient donc des menteuses, sur une affiche qui dit « Il est interdit de cracher par terre et de parler breton ». Et donc cet auteur nous dit, ben voilà, regardez, les détricoteuses, elles mentent parce qu'on a ces textes-là, on voit bien que c'était interdit, et puis bon, il nous parle aussi de ses grands-parents qui lui ont raconté qu'ils n'avaient pas le droit de parler leur langue à l'école, etc. Alors, première chose, cette affiche est un faux. Ça, on en est quasiment certain. Tous les historiens qui ont travaillé là-dessus n'ont jamais retrouvé cette affiche. Ils ne l'ont jamais vue ni dans des images, ni dans des écoles, ni sur des murs d'école, etc. Donc on pense que c'est un faux. Enfin, on sait que c'est un faux. On pense en outre, mais ça je ne pourrais pas le prouver, mais en tout cas c'est une hypothèse, que c'est une construction par l'extrême droite. Donc je le dis aussi à un auteur de lundi matin qu'il faudrait peut-être un petit peu vérifier ses sources, et simplement pour dire que non, les détricoteuses ne sont pas des menteuses, les détricoteuses sont un peu des chercheuses. Ça ne veut pas dire que... Voilà, c'est notre rime riche, ça ne veut pas dire que ce que disent nos arrière-grands-parents, c'est pas important, mais l'histoire, ça permet non seulement d'intégrer ce qu'ils nous disent, mais aussi de dépasser, et puis voilà, avec une démonstration peut-être un petit peu plus scientifique et rationnelle, de dire comment ça s'est passé. Alors il se trouve qu'il y a des historiens qui ont travaillé dessus. Des historiens qui ont montré qu'à la fin du 19e siècle, dans les écoles, les instits qui sont envoyés dans le Limousin, en Bretagne, dans le Sud, en Occitanie, ex-Occitanie, ils ne sont pas idiots, donc il y a un moment aussi où ils veulent se faire comprendre de leurs élèves. Donc bien entendu, le but c'est d'arriver à ce qu'ils parlent tous français, c'est ce que certains historiens ont appelé les petites patries, mais en partant du local. Donc on va parler la langue locale dans les classes, ça va être autorisé et on va l'utiliser pour progressivement amener à un usage du français. Voilà. Donc un impérialisme linguistique qui reste comme un idéal, un emboîtement d'échelle amoureuse de la petite patrie jusqu'à la grande patrie. Voilà comment ça s'est passé. Et alors, autre impérialisme de la fin du 19e siècle et qui pose des questions linguistiques, c'est la colonisation. Alors, est-ce qu'il y a eu un impérialisme linguistique colonial Alors, ça, c'est aussi une autre question. Évidemment, ça n'échappe à personne qu'il y a une concordance chronologique entre l'impérialisme linguistique fin 19e en métropole et les grandes conquêtes coloniales de la fin 19e dans les colonies, et dont certains ont pu dire qu'elles ont abouti à une sorte de glottophagie. C'est-à-dire qu'elles vont manger les langues locales. Alors là encore, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, pour reprendre ton image de créole, il
faut quand même rappeler aussi que la colonisation, la première colonisation, c'est XVIe siècle, et indéniablement, dans ces anciennes colonies, enfin dans ces premières colonies de l'outre-mer, on pense aux Caraïbes, Haïti, etc., on a une langue qui se crée, qui est donc le créole, qui est une langue qui incorpore cette mémoire de la domination, cette mémoire de l'esclavagisme. Par exemple, Toussaint Louverture, Toussaint Louverture qui est le révolutionnaire de Saint-Domingue qui va devenir Haïti, il parlait créole et français. Oui, alors en fait, il avait 3 langues, c'est-à-dire qu'on sait qu'il maîtrisait le fon, qui est donc la langue d'origine du Bénin. De ses parents. De ses parents. Il parlait le créole, on disait, lorsqu'il s'adressait aux gens, parce que le créole, c'était la langue usuelle. C'est la langue de ceux qui sont nés, des esclaves qui étaient nés qui sont là et qui veulent se faire comprendre. Et en même temps, quand il est emprisonné, et notamment en métropole, il écrit ses mémoires, c'est l'un des rares textes qu'on ait de Toussaint Louverture, il écrit en français. Et il écrit à sa femme en français aussi. Et il écrit à sa femme en français. Et en fait, il veut aussi utiliser cette langue des élites. Et là, ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il écrit phonétiquement. C'est plein de fautes. Et même on dit d'ailleurs qu'on entendait son accent à la manière, en fait, de transcrire dans ce français qui était un français purement phonétique. Donc le créole, c'est vraiment une langue qui a incorporé par des phénomènes d'hybridation toute cette mémoire de la souffrance du corps aussi. Je sais qu'en créole, quand on dit ça va, on ne répond pas oui ça va, on répond oui le corps va. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment le côté, c'est la chair qui a souffert, quoi. Après, dans les autres colonies fin 19e, alors ça dépend des endroits. Ouais. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il n'y a pas eu de glottophagie. Il s'est passé plein de choses avec la langue qui sont toutes passionnantes. Ce que tu appelles la glottophagie, c'est-à-dire le français qui tout à coup qui mange les autres langues, qui vient rogner les langues indigènes. Il s'est passé plein de choses avec les langues, mais pas ça. Ce qui s'est passé, par exemple, c'est que, contrairement à la métropole, c'est vrai qu'on voulait scolariser les enfants indigènes, mais en même temps, on ne voulait pas qu'ils soient trop intelligents non plus. C'est ça toute l'ambiguïté de la colonisation. C'est pour ça aussi que les administrateurs, ils ont un peu freiné des cas de fer, quoi, en disant, oui, bon, c'est pas trop grave si on ne fait pas d'école, quoi, parce qu'après tout, si on les civilise pas trop vite, c'est pas très grave. Donc, ce que ça a fait aussi parfois, c'est que cette langue française qui arrive, qui est la langue des élites, qui est la langue de l'école, elle va aussi stimuler des résistances de langue indigène. Donc on a des cas aussi de langues régionales qui en fait deviennent des langues de résistance à cet impérialisme colonial. Comme les langues régionales par rapport au français. On a aussi d'autres cas plus intéressants. Par exemple, aussi intéressants, ces Européens qui se sont installés dans les colonies de peuplement. Je pense par exemple à l'Algérie. On sait qu'eux-mêmes se sont nourris des langues indigènes et notamment de l'arabe. Et en fait, le français des Européens d'Algérie, de ceux qui vont devenir les pieds noirs, c'est pas le même français que le français de la métropole, c'est pas le français parisien. Et d'ailleurs, ils le savent, quand ils arrivent en métropole, ils sont bien moqués pour ça. Voilà. Autre effet sur la langue, je pense à un autre cas, par exemple en Côte d'Ivoire, une langue française qui se simplifie volontairement pour être compréhensible par les indigènes. Voilà. Donc, indéniablement, la colonisation, elle a des effets sur la langue, mais c'est pas du tout à coup... C'est pas un impérialisme. Voilà, c'est pas le français qui arrive. Et même, le français, il va se généraliser de manière beaucoup plus importante après la décolonisation. Voilà. C'est-à-dire, entre les années 60 et celles des années 70, où il va y avoir un retour, notamment dans les pays arabes, de l'arabisation, là, effectivement, le français va devenir la langue des écoles, la langue de l'administration, etc. Alors, puisqu'on est dans la période plus contemporaine, avec la post-colonisation, les derniers, juste avant ce qui se passe actuellement, mais les derniers moments de débat, etc., il y a eu d'abord, dans les années 80, finalement la première étape de féminisation, avec la mission Benoît-Groult, et puis après, dans les années 90, une espèce de bonne tension sur la question de l'orthographe. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu ? Première mission, donc celle de Benoît, inclusive. Elle avait effectivement pour mission de revenir sur ce que tu disais sur l'Académie française, qui a fait disparaître les mots du travail, les mots de la technique, etc. Elle avait pour mission de féminiser les mots, les métiers, féminiser les noms de métiers. Et elle raconte que ça a été que l'accueil a été extrêmement glacial. On va écouter là une petite vidéo où elle raconte comment ça s'est passé. On peut être la doyenne des Français si on est centenaire. Si on travaille pour un patron, on est la secrétaire. Mais alors, dès qu'on arrive au niveau gouvernemental, le féminin est tabou, on devient madame le secrétaire d'État. Et si on est à l'université, madame le doyen. Alors vraiment, il faut sortir de cette situation absurde.
Malheureusement, par exemple, quand je dis « moi je suis écrivaine », eh bien, la réponse générale c'est « mais écrivaine, c'est pas possible, c'est affreux ». Alors ça, je mets au défi quelqu'un de me dire pourquoi écrivaine est plus laid que châtelaine ou souveraine ou contemporaine. Donc que François, par exemple, parle de clitocratie, enfin, je veux dire, c'est magnifique, quoi. Ça a été insupportable. Et elle dit bien, au fond, on peut accepter qu'on puisse parler de boulanger, boulangère, il n'y a pas de problème hein, pour les petits métiers, ah oui, il n'y a non, pas de problème. Oui. Voilà. Mais en revanche, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, l'auteur, le professeur, ça, enfin, le chirurgien, on peut pas féminiser ça, quoi. Et puis, dans les années 90, c'est effectivement la mission Rocard, mission sur la réforme de l'orthographe. Et alors là, qu'est-ce qui est passé là ? Là aussi, alors je voudrais qu'on écoute un linguiste qui s'appelle Pierre Encrevet, qui raconte, qui explique vraiment comment cette orthographe, c'est aussi devenu, cette maîtrise de l'orthographe est vraiment devenue un enjeu de domination des élites sur le peuple. L'oppression orthographique, qui est le fait de se servir de cet instrument-là pour opprimer au sens propre et pour sélectionner, pour mettre à sa place et notamment pour décider qu'un tel pourrait occuper tel rôle et non pas tel autre. Et pour renvoyer notamment vers le travail manuel les classes dangereuses. L'orthographe est un lieu particulièrement bien choisi pour l'oppression sociale parce qu'elle est arbitraire. Si vous prenez les mathématiques, vous ne pouvez pas sélectionner, parce que les mathématiques sont rationnelles. Donc n'importe quel enfant y accède. Le cerveau fonctionne tout seul. On ne peut pas opprimer par les mathématiques. Oui, parce qu'en fait, l'orthographe, on l'a choisi, justement, on a choisi des solutions difficiles, exprès. Enfin, ça a été une volonté qui pose d'ailleurs le problème quand on se met au 19e siècle à l'enseigner à tout le monde. C'est qu'il est pas du tout, il n'est pas logique finalement. Et on n'a pas choisi des choix phonétiques, avec le fameux nénuphar, PH et pas F, alors que phonétiquement, ce serait beaucoup plus logique. Avec en plus des arguments complètement débiles, parce qu'on dit que ce serait à cause de l'étymologie grecque, mais nénuphar, ça vient pas du tout du grec. Donc, oui, puis ça s'écrivait de façon effectivement avec un F au départ. Alors, comme le dit la présidente de la Société des agrégés, gardienne du temple. Gardienne du temple, bon, la langue française n'est pas un toutou. On l'écoute. Ce n'est pas un objectif acceptable, scientifique, de faire des réformes régulièrement. Pourquoi choisirait-on? Parce qu'au fond, la langue française est un être muet qui ne peut pas se défendre lui-même, de le martyriser régulièrement sous prétexte de le rendre plus beau. Je ne vois pas. De le toiletter, comme on dit, mais la langue française n'est pas un toutou. Voilà, donc ça a fait un scandale, cette réforme de l'orthographe des années 90, au point d'ailleurs qu'elle a, je crois, même pas été appliquée. Je crois que l'Académie française s'est retournée. Voilà, au départ, elle était dans la commission, puis après, elle a dit « oui, c'est pour rien. Moi, j'ai jamais touché à l'accent circonflexe. » Voilà, donc finalement, ça a mis Rocard dans furax. Il était furax parce que finalement, rien n'a été appliqué de ce qui avait été décidé, quoi. Alors peut-être on peut un peu conclure, maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes ces questions. Marine? Oui, je crois que ce que ça nous montre, là, l'histoire de la langue, c'est que la langue, c'est un enjeu de pouvoir, parce que quand on définit le bon usage, on définit aussi qui a le droit de parler, et quelle parole est audible, et puis quelle parole est du charabia, et donc c'est même pas la peine de l'écouter. Ça veut dire qu'on définit qui a le droit de participer au débat sur le commun, et donc qui a le droit d'être un citoyen, finalement. Tout le discours qu'on tient aujourd'hui pour exclure un certain nombre de gens de la langue, que ça soit, comme tu le disais tout à l'heure, les jeunes des banlieues qui n'ont pas de vocabulaire ou qui parlent avec un mauvais accent, que ça soit les femmes qui n'ont pas le droit de dire « nous » au féminin, donc qui n'ont le droit de parler que des petites affaires qui ne concernent qu'elles, etc. Bon, on définit la communauté politique à chaque fois. Ce qui veut dire qu'à l'école, quand on enseigne la maîtrise de la langue, on ne peut pas réduire ça à la question de bien exécuter l'orthographe. Maîtriser la langue, ça veut dire maîtriser l'histoire, maîtriser la possibilité d'agir sur la langue pour la transformer, pour transformer la communauté politique. Si on veut former des citoyens, c'est essentiel qu'on les forme à partir d'une réflexion sur la langue, comment elle s'est construite et comment eux, ils peuvent continuer à la construire. Essentiel aussi, je crois, moi j'ai envie de conclure là-dessus, essentiel aussi de cesser de disqualifier certains enfants, et notamment dans les quartiers populaires, par rapport à leur langage.
Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui existe depuis longtemps. Hein. C'est aussi comme ça qu'on qualifiait les enfants d'ouvriers. Hein. C'était ceux qui ne peuvent pas parler. Aujourd'hui, il y a une phrase que moi, j'entends régulièrement qui est « Oh, ben, comment voulez-vous, de toute façon, qu'ils ne basculent pas dans la radicalisation, ils ne maîtrisent que 500 mots. » En parlant de ces élèves de banlieue avec leur langage, etc. Je crois que ça, c'est quand même une manière aussi d'insister sur leur incapacité à entrer, en effet, dans la communauté politique qui mérite que l'on parle bien, que l'on écrive droit. Hein, c'est ça l'orthographe, hein, orthographe, voilà, que l'on écrive droit. Bon, il y a aussi des choses qui sont un peu tordues et parfois ça fait du bien. Et je pense qu'en matière d'inventivité de la langue, les jeunes ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre. Ouais, moi, pour terminer, ce qui me marque, c'est à quel point le français a énormément changé. On n'a pas l'impression parce que, en fait, quand on nous donne du Racine ou du Molière, etc., on a l'impression que c'est dans le français actuel, mais en fait, c'est traduit d'une certaine façon, c'est réécrit, c'est orthographié, hein, ils écrivaient avec beaucoup de fautes. Et le français s'est enrichi de plein d'apports. Il y a plein de mots arabes dans le français, beaucoup plus que de mots gaulois. Oui, je sais, c'est comme ça. Voilà. Mais en fait, donc c'est une langue qui s'enrichit. Et je voudrais, comme j'ai commencé sur Barthes, je vais terminer sur Barthes. Barthes, il dit que bon, comme la langue est oppressive, il faut retrouver de la liberté et que la liberté, elle sera, comme il dit, hors du langage. Et en fait, il dit cette langue hors pouvoir, cette révolution permanente du langage, on va la trouver dans la littérature. Et c'est vrai que juste avant de faire l'émission, je relisais Texaco de Chamoiseau, lequel parle d'ailleurs de la créolité de sa langue. Et franchement, on lit ça et on voit la richesse d'une langue qui peut justement travailler, s'enrichir et prendre des apports un peu partout. Et en fait, c'est d'une beauté incroyable, de fait. Donc pas une langue, une grammaire, une république. Non. D'ailleurs, pas une république non plus, mais ça, c'est autre chose. Une petite bibliographie pour terminer. Alors, Eliane Viennot, non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Et 2 ouvrages de Bernard Cerchilini qui étaient d'ailleurs dans la commission de 90 sur la réforme de l'orthographe. Le premier sur la naissance du français et le second sur Petite histoire de l'orthographe. Merci Marine. Merci beaucoup.